Salut, bienvenue sur les durs à cuire de l'histoire. Alors aujourd'hui nous sommes à Provins, l'ancienne capitale des comtes de Champagne, pour une vidéo 100% médiévale. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les femmes pendant les croisades. Alors certes, quand on entend le mot croisée, on pense à ça. Alors on ne sait pas combien de femmes se sont effectivement croisées, mais assez pour qu'un nombre croissant d'historiens commencent à s'intéresser au rôle qu'ont eu les femmes dans ces phénomènes exceptionnels qu'étaient les croisades. Bien entendu, il serait impossible de résumer en moins de 20 minutes l'histoire des femmes dans toutes leurs dimensions. Aussi, j'ai arbitrairement choisi de me concentrer sur 3 figures féminines que je trouvais intéressantes. La pèlerin, la guerrière et la femme de pouvoir. 3 figures intéressantes parce que vraiment spécifiques aux croisades, ou si ce n'est spécifique, présentes en plus grand nombre que d'habitude. En effet, il faut savoir que la Terre Sainte manquait d'hommes, les rapports sociaux étaient beaucoup moins rigides qu'en Occident, et un certain nombre de femmes ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à gagner une autonomie qu'elles n'auraient pas pu rêver en Occident. Alors, installez-vous confortablement car il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti! Mais d'abord, un rapide topo sur les croisades. C'est parti! Allons résumer en moins de 40 secondes 200 ans d'histoire complexe. Go! Donc les croisades, ce sont des expéditions militaires lancées par l'Église désireuse de reconquérir la Terre Sainte, comprenait Jérusalem. Les manuels d'histoire nous disent qu'il y a eu 8 croisades. Dans les faits, ce chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'à côté de ces 8 croisades officielles, il y a eu bon nombre d'expéditions militaires qui, elles aussi, en fait, mériteraient l'appellation de croisades. Tout commence en novembre 1095, quand le pape Urbain II lance un appel aux chrétiens pour aller libérer le tombeau du Christ, alors romain des Turcs seljukides. Donc c'est une troupe de gens du peuple qui va répondre en premier à cet appel. Ils sont menés par un prêcheur exalté, Pierre l'Ermite, et un chevalier, Gauthier sans avoir. Bon, ça va être un échec, cette troupe très motivée mais aussi très désœuvrée va se faire massacrer par les Turcs. Les choses sérieuses commencent en 1096 avec la croisade des barons que l'on nomme la première croisade. C'est beaucoup plus organisé, donc 8 grands princes vont la mener et prendre Jérusalem en 1099. Ils vont y créer un royaume chrétien. En 1146, début de la deuxième croisade. Vous savez, c'est celle à laquelle va participer Aliénor d'Aquitaine. Bon, ça va pas empêcher la croisade d'être un véritable échec. Les croisés ne parviennent pas à récupérer le comté d'Édesse qui était tombé aux mains des musulmans. Par la suite, en 1187, Saladin reprend Jérusalem, ce qui va provoquer la troisième croisade qui est sûrement la plus connue. Vous savez, c'est celle de Richard Cœur de Lion et de Philippe Auguste. Alors, ça va déboucher sur des pourparlers avec Saladin qui garde Jérusalem. En échange, les croisés conservent les territoires littoraux, comme Tyr, Antioche, Jaffa. Vont suivre des croisades beaucoup moins notables, comme la 4e, qui va déboucher sur la mise à sac de Constantinople. On a la 5e, la 6e. Alors la 6e est un quasi-succès, puisque les croisés reprennent Jérusalem, mais finalement ça débouche sur rien, vu qu'il n'y a plus personne ensuite pour garder la ville. Et enfin, nous arrivons aux croisades de Saint-Louis, donc la 7e et la 8e, qui ont pour objectif la conquête de l'Égypte, et qui va pas porter chance à Saint-Louis, terrassé par la dysenterie en 1270. C'est alors la fin de l'épopée des croisades, jugée beaucoup trop chère. Et puis bon, soyons honnêtes, arrivé au XIVe siècle, la France, l'Angleterre auront vraiment autre chose à faire que de regarder vers l'Orient. J'ai pas réussi à faire moins de 40 secondes. Mais c'est pas grave, reprenons notre souffle et attaquons directement notre sujet par la figure de la pèlerin. Rien n'interdisait aux femmes de prendre la croix. Certes, les autorités religieuses étaient plus que sceptiques à l'idée de voir ces tentatrices en puissance phagocyter les campements et les armées. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon! Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Mais à la base, la croisade, c'est un pèlerinage. Donc vous
pouvait pas empêcher les femmes d'y participer. Et Dieu seul sait qu'elles étaient nombreuses, on ne sait pas exactement combien elles étaient, mais tous les chroniqueurs de l'époque témoignent de véritables cohortes, notamment Anne Comyn. Donc Anne Comyn, c'est vraiment le témoin privilégié de la première croisade. Anne est la fille du Basileus, donc le roi de Constantinople, Alexis. Elle a 13 ans quand la première croisade arrive à Constantinople et y fait étape. Et plus tard, quand elle écrira ses mémoires, elle nous parle vraiment de vastes foules d'hommes, de femmes et d'enfants. Car oui, il était très courant de partir à la croisade en famille. Les chevaliers savaient que c'était pas une expédition militaire comme les autres, qu'ils en auraient pour plusieurs années. Et voilà, ils prenaient leurs femmes avec eux, c'était commun. D'ailleurs, parmi les 8 princes qui dirigeaient la croisade, il y en avait 5 qui étaient mariés, et 2 d'entre eux, Baudouin de Boulogne et Raymond de Saint-Gilles, le comte de Toulouse, ont pris leurs épouses avec eux. Il en va de même avec les piétons et les chevaliers de second rang, qui pour beaucoup en fait avaient pris un aller simple pour Jérusalem et comptaient s'y installer. Et ça on le sait grâce à des actes notariaux. Des croisés qui la plupart du temps prenaient la route de la Terre Sainte pour accompagner un mari ou un fils, mais on a également eu des témoignages de femmes qui ont pris la croix toutes seules et qui ont parcouru ces milliers de kilomètres par elles-mêmes. Donc j'aimerais vous parler de l'histoire de Margaret de Beverly, donc, dont l'histoire nous est parvenue grâce à son frère qui était un moine cistercien. Donc Margaret en 1186 prend le chemin de Jérusalem. Elle y parvient juste avant le début du siège de la ville par Saladin, donc en 1187. Et là Beverly va prendre les armes, elle va se mettre une marmite sur la tête en guise de casque et elle va activement participer à la défense de la ville. Donc la ville tombe et là Beverly est libérée. Elle va continuer son voyage à travers la Terre Sainte et va vivre beaucoup de péripéties. Elle va notamment être capturée 2 fois par des Sarrasins, être réduite aux travaux forcés, elle va visiter Antioche, Tyr et finalement va rentrer en Europe où elle va entrer dans les ordres. Difficile de dire combien de voyageuses solitaires ont compté les croisades, mais elles ont eu le mérite d'exister. Alors il est intéressant de voir que Beverly a pris les armes pour défendre Jérusalem. Et même si ce n'était pas fréquent, ce n'était pas une situation aussi exceptionnelle que ce qu'on peut penser. Alors, la présence de femmes sur les champs de bataille est attestée dès 1097 et la bataille de Dorilé. Dorilé qui est la première grande victoire des Francs en Terre Sainte. Donc on y voit des femmes apporter de l'eau en combattant, les encourager avec ferveur. Mais quid des femmes combattantes, me direz-vous? Alors les chroniqueurs chrétiens ont été assez timides là-dessus, à l'exception notable de Fouché de Chartres et de Guillaume de Tyr, 2 références vraiment quand il s'agit de l'histoire des croisades. Les musulmans ont été beaucoup plus bavards à ce sujet. Ainsi, l'historien Imad al-Din, qui était contemporain en fait de la 2e et de la 3e croisade, écrivait que plusieurs femmes de Francs ont échangé le voile pour le casque, ont affronté la mort armées de boucliers et de lances. Il évoque ainsi une femme qui, en 189, serait arrivée avec ses 500 chevaliers et écuyers. Et il y a beaucoup de témoignages. Ainsi, un des contemporains de al-Din, Ibn al-Tir, évoque dans son Histoire universelle la présence de guerrières lors du siège de Saint-Jean d'Acre en 1189. Et mentionne notamment la capture de 3 femmes en armure. Alors les noms de la plupart de ces femmes malheureusement ne nous sont pas parvenus, mais certaines femmes de haut lignage ont elles aussi décidé de revêtir l'armure et d'aller combattre. Et là il y a beaucoup plus de sources à leur sujet. C'est le cas de Ida de Cham, donc l'épouse du roi Léopold d'Autriche, qui prend la tête d'une croisade de secours en 1100 pour appuyer les croisés qui venaient tout juste de prendre Jérusalem. Donc elle dirigeait elle-même ses soldats et d'ailleurs elle disparut lors d'une escarmouche contre des Turcs, disparue parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Certains disent qu'elle est morte, d'autres disent qu'elle fut capturée et enfermée quelque part dans un harem.
Il y a également le cas intéressant de Marguerite de France, donc l'épouse du roi Béla III de Hongrie. Donc à la mort de son mari, elle vend des terres, élève sa propre armée pour aller en Terre Sainte, appuyer les croisés. Mais prendre les armes n'est pas le seul moyen pour les femmes de s'émanciper et d'acquérir un peu plus de pouvoir pendant cette époque des croisades. En effet, vous allez voir, beaucoup de femmes ont profité de cette époque pour gagner un poids politique qu'elles n'auraient jamais songé avoir en d'autres occasions. Les croisades ont été une opportunité pour les femmes d'acquérir des responsabilités qu'elles n'auraient jamais osé espérer avoir en d'autres circonstances. Prenez Marguerite de Provence qui a accompagné Saint-Louis pendant la 7e croisade. Elle était enceinte jusqu'au cou et on lui a confié la défense de la ville de Damiette en Égypte. Donc Damiette, c'était pas rien, c'était la base arrière des Francs. Elle a vraiment organisé la défense de la ville et quand Saint-Louis s'est fait capturer, c'est elle qui a négocié sa libération. Autre fait éclairant, la couronne de Jérusalem pouvait se transmettre aux femmes en l'absence d'héritier mâle. Ainsi, le roi Baudouin II avait 4 filles, dont la turbulente Alix et la sage Mélisande, qu'il désigna comme héritière. Donc dès son enfance, il la forma et l'intéressa aux affaires du royaume, Mélisande signant même des chartes royales en son nom. Et quand Baudouin décède en 131, il va donner sa couronne à Mélisande, qui va elle-même la transmettre à son mari, Foulques d'Anjou, avec qui elle va régner conjointement. I, Sibylla, by the grace of the Holy Spirit, choose as king the man who's been my husband. Mais paradoxalement, celles qui ont peut-être gagné le plus de responsabilités, c'est les femmes qui ne sont pas parties, c'est celles qui sont restées en arrière. On parle de dizaines de milliers de femmes qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans époux, à devoir s'occuper de vastes domaines. Ces nouvelles responsabilités n'allaient pas sans danger. D'ailleurs, quand il lança son appel à la croisade, Urbain II menaça d'excommunication tout homme qui essaierait de violenter la femme ou alors de prendre les biens d'un croisé qui était absent. D'ailleurs, j'aimerais vous parler d'une personnalité haute en couleur, Adèle de Blois, qui n'était rien d'autre que la fille de Guillaume le Conquérant et qui a hérité du caractère de son père. Donc, quand éclate la première croisade, son mari Étienne ne voulait pas partir. Il faut savoir que Adèle avait pris l'habitude d'administrer sa principauté et elle incita fortement son mari à participer à la croisade pour pouvoir enfin se débarrasser de lui. Ce qu'il fit, mais Étienne était un couard et il rentra la queue entre les jambes en 1098. Et donc Adèle, morte de honte, mais l'incita fermement à retourner en Terre Sainte pour laver l'honneur de la famille. Chose qu'il fit et le malheureux mourut peu de temps après, ce qui ne chagrina pas beaucoup Adèle, qui faisait vraiment prospérer son royaume et qui le dirigea d'une main de fer jusqu'en 1107, date à laquelle son fils devint majeur, mais même là, elle continua à le diriger conjointement avec lui jusqu'en 1120. Alors je me rends compte là en marchant que j'ai peut-être dépeint la croisade sous un angle un petit peu trop favorable. Là depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire que les croisades ça a été une formidable opportunité pour les femmes, d'émancipation. Alors oui, mais vraiment à l'échelle globale, c'est-à-dire que à l'échelle individuelle, il faut bien garder à l'esprit que les croisades, c'était pas une partie de plaisir, c'était une tragédie. Se croiser, c'était s'exposer à 10 000 risques, les épidémies, les naufrages, les morts violentes, les viols, les rapts. Et pour une Adèle de Blois qui, elle, s'est fait plaisir pendant l'absence de son mari, combien il n'y a pas eu de veuves éplorées qui ont très mal vécu cet épisode. Oui, personnellement, je pense que les croisades ont été un vecteur d'émancipation pour certaines femmes. Il y a quand même eu un certain nombre de destins exceptionnels et qui ont prouvé à leurs contemporains que oui, une femme pouvait prendre les armes, que oui, une femme pouvait administrer un domaine comme un homme. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé cette petite promenade à Provins. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un like, c'est génial. Un abonnement pour les nouveaux arrivés là, mais c'est encore mieux. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!